Alors, c'est une question très, très complexe que vous posez là. Et donc, je ne prétends pas avoir la réponse, mais je vais vous faire une réponse quand même. Moi, je crois que la France ne peut pas retrouver la puissance qu'elle avait. Parce que la puissance qu'avait la France autrefois, comme d'autres pays, hein, y compris les États-Unis, cette puissance-là était liée à un défaut. Il y avait un biais, il y avait un problème qui était que les trois quarts de l'humanité se trouvaient enlisés dans des difficultés qui n'en finissaient pas. Il n'était pas normal que la Chine ne soit pas un très grand pays. C'est un très grand pays. L'Inde, c'est un très grand pays. Le Brésil, je ne parle pas de la taille. Le Brésil, l'Afrique du Sud, ce sont des pays qui devaient retrouver le rang que parfois ils n'ont jamais eu ou qu'ils ont perdu. Et donc ces pays-là ont leur place. Ils la prennent, bien sûr, mais ils l'ont, leur place. Et on ne peut pas imaginer que dans le monde de demain, où nous aurons, à coup sûr, dans les très grandes puissances, c'est déjà le cas, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, etc., eh bien, nécessairement, ça partage le pouvoir. Ce sera vrai pour les États-Unis aussi. Et donc la France n'aura pas le pouvoir qu'elle avait dans un monde qui n'était pas juste, où des pays étaient en train de végéter, de somnoler ou de péricliter. Donc c'est une espèce d'impossibilité, en tout cas moi je le crois. En revanche, il faut ajouter à ceci la conviction qu'on peut avoir qu'il y a des formes de puissance. La France, c'est 65 millions d'habitants, donc on avait une puissance au XVIIIe siècle qui était la démographie. La France était un des pays les plus peuplés du monde, on était très fiers de ça. Il y avait toujours la Chine, 400 millions d'habitants au XVIIIe siècle. La France, 25 millions d'habitants, c'était une très grande puissance qui faisait peur à beaucoup de monde par sa population immense. Il y a 7 milliards de 100 millions d'habitants, donc la France ne fait plus peur à personne par sa population immense, et ça n'aura jamais lieu, ça. En revanche, vous pouvez avoir une espèce de puissance disproportionnée, et ça, je pense que la France l'a encore, et peut l'avoir. Il y a une puissance qui excède votre poids réel en raison d'une capacité à innover, à inventer. Et ça, nous avons une très grande tradition, même si on a un petit peu perdu depuis quelques années, 10, 15 ans, on est devenu très peureux, très précautionneux, un peu effrayé partout. Mais il y a une longue histoire d'innovation. En France, d'innovations prodigieuses, considérables, et qui sont à chaque fois des puissances au bout. L'innovation, c'est de la puissance, c'est de l'économie, du profit, de l'influence, du brevet. Donc ce n'est pas quelque chose qui est simplement intéressant intellectuellement ou bien fichu techniquement. Donc ça peut être une manière pour la France de retrouver une puissance qui excède son propre poids. Mais il n'est pas possible, et j'ajouterais, il ne serait pas logique, voire pas juste, que la France soit à nouveau un des 3 ou 4 pays qui fait marcher le monde. Ce qui posera le problème, évidemment, mais on le sent déjà, ça posera le problème du Conseil de sécurité. Comment on peut accepter que le Conseil de sécurité soit entre les mains de pays qui représentent aussi mal la distribution planétaire du pouvoir. Ou bien le Conseil de sécurité ne comptera pour rien demain, ou bien il sera profondément réformé en faisant entrer des pays nombreux, puissants, et peut-être la France aurait-elle à se battre beaucoup pour maintenir sa place, voire à négocier avec d'autres nations, européennes peut-être, pour maintenir une influence au Conseil de sécurité. On ne peut pas... Bon, là, c'est à la fois simple et compliqué, mais je vais choisir la méthode simple. Je vais le dire de manière utilitariste. On pourrait avoir un argument moral à ce sujet, mais disons-le d'une manière pragmatique. Au fond, il est possible de faire une histoire de la démocratie d'un point de vue moral, un progrès, égalité, liberté, etc. Il est possible de faire l'histoire de la démocratie d'un point de vue purement pratique, qui est que les pays démocratiques sont plus puissants, plus prospères, plus homogènes, plus unis que les pays non démocratiques, malgré les apparences. Et qu'il y a donc une espèce de... Ça pourrait s'argumenter beaucoup, ça. Je vais passer là-dessus, mais ça pourrait vraiment s'argumenter abondamment. Et qu'une partie des raisons pour lesquelles les États se sont convertis au modèle démocratique, c'est qu'ils ont compris qu'ils y trouvaient un gain de puissance considérable.
Ça ne fait aucun doute. Il y a même là-dessus toute une tradition littéraire qui est très impressionnante. C'est une des raisons pour lesquelles Machiavel défend ce qu'on appellerait nous, le suffrage universel aujourd'hui, qui peut paraître curieux dans les textes d'un homme du XVIe siècle. Donc ça, je pense qu'il faut le considérer comme un point d'appui, un point de force. Maintenant, malgré tout, dans votre question, ce que je conserve, c'est l'idée qu'il peut y avoir une période politique où, fondée sur de la légitimité, des responsables publics doivent prendre des décisions qui sont désagréables à prendre. Et là, il faut un certain contrat, il faut une certaine méthode pour arriver à tenir face à la difficulté qu'il y a à adopter des réformes qui sont considérées comme désagréables ou douloureuses. Il est impossible, en tout cas, à mon avis, impossible de sortir d'une telle situation sans qu'il y ait des perdants. Impossible. Il faut faire beaucoup d'efforts, mais il y aura des perdants. Tout le monde perdra peut-être un peu avant de gagner à nouveau, mais il peut aussi y avoir des perdants, et parfois même des perdants définitifs. Donc c'est compliqué, et la relation avec le pouvoir peut être un peu agitée. Si vous avez un système démocratique, vous avez quand même des mécanismes de discussion et d'interaction qui vous permettent d'éviter les crises majeures, parce que dans un système de type despotique, ce qui vous menace, c'est la confrontation violente qui met tout par terre ou qui fait changer la nature du régime. Ensuite, il vous faut tirer sur les gens dans la rue pour être sûr d'avoir le dernier mot. En tout cas, moi je crois que le quinquennat a été un facteur de surprésidentialisation en termes politiques de notre société. Ce qui se passait tous les 7 ans se passe tous les 5 ans, donc par mécanisme, je dirais, c'est beaucoup plus présent. Et comme il a été créé des primaires internes au parti, ce qui, à mon avis, est une mauvaise idée, même si c'est une idée à la mode, elle a pour effet, quand on n'est pas au pouvoir, on prépare la présidentielle pendant 5 ans, en fait. Mais sur un mode compétitif, qui est celui des primaires, où la moindre des choses, si vous êtes membre d'un parti politique et qu'il y a des primaires, la moindre des choses, c'est de vous présenter, puisque si vous ne vous présentez pas, vous êtes sûr de perdre. Si vous vous présentez, même si vous faites 4, 5, 6%, peut-être que vous serez ministre de l'Intérieur. Et donc, vous avez vraiment une incitation forte à vous présenter. Si vous vous présentez dans des primaires pendant 5 ans, vous préparez ça, vous voyez, bon, ou 4 ans, parce que ce n'est pas la 5e année, mais si vous vous présentez aux primaires, ou si vous voulez le faire, comme vous êtes possiblement un candidat relativement marginal, vous avez intérêt à faire parler de vous, à être très présent médiatiquement, à essayer d'attraper les caméras, à forcer l'intérêt public. Et donc, tout ce qui est très programmatique et très réflexif, le travail de fond sur ce qu'il faut faire si jamais on gagne, est plutôt laissé de côté par des équipes qui se constituent, qui sont en conflit entre elles, en compétition, presque ouverte d'ailleurs, et qui cherchent une visibilité très grande, en termes comme une marque. Il faut être très visible pour avoir une chance au moment des primaires d'obtenir un résultat qui vous permettra de peser à coup sûr après l'élection, même si vous n'avez aucun espoir de gagner. Et donc, c'est arrivé au PS, ça arrive en ce moment à l'UMP. À coup sûr, ce système empêche, en tout cas moi je le crois, la réflexion de fond, le travail de fond, au moment où précisément c'est le plus nécessaire. Alors là, je pense qu'il y a une contradiction problématique. Une très bonne question, ça. Aussi, vraiment, sont toutes de bonnes questions, là. C'est vraiment une question qu'il faut se poser. Moi, je constate la même chose que vous, et j'y répondrai de manière incomplète et insuffisante, mais je commencerai d'y répondre par le fait que, comme nous l'avons déjà dit, et comme vous le savez, nous avons en France une histoire politique, un système politique, une culture politique structurée par l'État. Et d'ailleurs, notre plus grande élection, c'est celle du chef de l'État. Et c'est antérieur à la Révolution française, comme vous le savez. Et donc, nous ne savons pas, culturellement, penser la politique sans penser que c'est l'État qui va faire. Alors que l'on pourrait parfois se demander ce qu'il faut ne pas faire pour aider les gens. C'est une question qu'on ne peut pas se poser, ça. Dans le monde politique français, on est convaincu a priori que c'est en faisant quelque chose qu'on va aider, ou qu'on va favoriser.
être l'auteur d'un changement, d'un progrès. Il y a ce côté aussi un peu d'hubris, hein, cette espèce de... Voilà, la machine fabrique une forme d'orgueil politique. Donc, de ce point de vue-là, ma thèse, c'est que la pensée unique en France, c'est ce que j'appelle le social-étatisme, qui est une pensée dans laquelle se retrouvent droite et gauche. D'ailleurs, moi, je prends un exemple. Il y a 2 ou 3 jours, c'est un petit exemple de l'actualité, il y a un homme politique français, Pierre Moscovici, qui disait, à propos de la fin de l'apartheid, il disait, moi, à propos de la mort de Mandela, il disait, moi, je suis de la génération qui a vécu avec bonheur la fin de l'apartheid et la fin de la guerre froide. Et moi, je me suis dit, non. La fin de l'apartheid, oui, et l'effondrement du communisme. Ce qui n'est pas la même chose. La fin de la guerre froide, ça veut dire qu'on n'a plus peur d'avoir la guerre, mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est l'effondrement du communisme. La guerre, elle peut toujours arriver. Et j'étais étonné de voir que personne, au fond, dans des partis d'opposition, disait « Oh, mais non, mais c'est pas ça, c'est pas exactement la fin de la guerre froide, c'est un peu plus que ça qui s'est passé. » Parce qu'au fond, c'est une culture commune. Cette vision-là, elle est partagée. L'étatisme du général de Gaulle était pas très différent de celui du Parti communiste. C'est du socialiste de droite. Oui, c'est de l'étatisme, quoi. Hein. Et donc, il s'agit de... au fond, les marqueurs qui différencient se situent ailleurs et ils sont marginaux. Et donc, c'est une des causes, d'ailleurs, de la difficulté dans laquelle nous sommes, et les électeurs le ressentent. Et je dirais qu'une des raisons pour lesquelles il y a des partis populistes qui peuvent rassembler autant d'électeurs, c'est que là, vous avez une espèce de différence forte que parfois les électeurs ne trouvent pas à exprimer ou à supporter, au sens sportif du terme, en choisissant plutôt la gauche que la droite ou plutôt la droite que la gauche. Parce que les différences au plan idéologique ne sont pas si profondes que cela. Il peut y avoir une forme de conservatisme ici, d'ouverture là, mais fondamentalement, sur les questions politiques, c'est effectivement une idéologie commune. Et donc, non seulement c'est une bonne question, mais elle est aussi une explication, ce que vous constatez est une explication de la difficulté dans laquelle nous sommes. Une des causes, je dirais. Voilà. Merci. Merci. Merci.